face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Grégory Pouy, qui s'est fait connaître grâce à son podcast Vlan, qu'on adore chez Chance. Vlan a été créé il y a 15 ans pour comprendre la société dans laquelle nous vivons et interroger le lien à soi, aux autres, à la nature. Grégory est aussi un conférencier engagé et l'auteur du livre « Insoutenable paradis, écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier ». Et c'est l'un des premiers signataires de l'appel solidaire « Provoquons la chance ». Dans cet épisode, Greg revient sur son enfance, sur son parcours non linéaire et les hasards, ou pas, de la vie qui l'ont amené à oser, essayer, tenter, comme quitter le salariat pour diverses aventures entrepreneuriales, changer de cadre de vie, élaborer de nouveaux projets dont il nous parle d'ailleurs ici. Un parcours varié, avec un fil rouge, celui de partager et de transmettre au plus grand nombre ses questionnements et ses convictions sur le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Bonjour Grégory. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je suis ravi. Je voudrais commencer par te demander de nous raconter qui tu es en commençant par où tu as grandi et qui était Greg enfant. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une cité dans le 95, et d'une famille plutôt modeste, dont personne n'a fait des études, en fait, ni ma mère, ni mon père, ni aucun oncle, tante, grands-parents, voilà. Aucun membre de la famille, quoi, de manière générale, aucun oncle, tante, personne. Et j'étais quelqu'un, je suis toujours assez timide et à l'écoute, je crois, parce que timide. Et voilà, et j'ai grandi comme ça. Je ne sais pas si tu sais, mais chez Chance, la mobilité sociale, c'est un engagement qui nous tient beaucoup à cœur. Et je ne peux pas m'empêcher, quand j'entends d'où tu viens, et puis aujourd'hui, quand je vois que tu es podcasteur, conférencier, auteur, entrepreneur, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce que tu penses de l'archétype un peu galvaudé du self-made man ? Mais bon. Alors, je ne crois pas du tout au self-made man. Je pense que c'est vraiment, vraiment bullshit. Je pense que en fait, alors il y a plusieurs choses. D'abord, j'ai la chance d'être né en France, donc avec un système éducatif, avec un système de santé, avec des infrastructures qui font que, en réalité, voilà, c'est un système démocratique, donc j'ai énormément de chance. Et donc, les gens qui ne réalisent pas ça, en fait, ils comprennent pas la manière dont le monde bouge. Moi, je crois pas du tout. Moi, je suis plutôt du côté, si on reprend la sociologie. Du père de la sociologie qui définit qu'il y a des individus, mais il y a surtout une société au-dessus, en fait, et que les individus dépendent de cette société. Donc moi, je crois vraiment à ça, je ne crois pas du tout à l'individualisme pur. Ensuite, même dans mon expérience de vie personnelle, la vie, c'est une suite de rencontres, c'est une suite de gens qui te donnent des chances, qui te poussent, et qui t'aident, en fait, finalement. Après, il y a évidemment cette... envie, il peut y avoir aussi tu vois, une forme de détermination, il peut y avoir aussi un apprentissage. Donc moi je crois pas qu'il y ait des gens qui soient idiots et d'autres qui le soient pas, ou il y a des différences, mais les différences elles sont pas majeures. Je suis pas certain de ça, je suis même assez certain de l'inverse. Par contre, tu peux te prouver à toi-même en grandissant que quand tu essayes un truc ça marche, ou à l'inverse, tu vois, quand tu essayes un truc ça marche pas. Et c'est vrai que dans ma situation à moi où je suis métisse, j'ai pas de rôle modèle parce qu'en fait il y a pas vraiment de rôle modèle, en tout cas à l'époque il n'y en avait pas vraiment de personnes qui étaient, enfin je les connaissais pas, donc je savais même pas qu'on pouvait même réussir, tu vois, c'était même pas, enfin réussir, je sais pas, c'est encore un autre concept qu'il faut qu'il faut qu'on définisse, mais ça veut dire quoi de réussir, mais
je pouvais pas savoir en fait. Et donc même les prépas HEC, moi je fais une prépa, je savais même pas que ça existait en première. J'ai appris en première que ça existait. Donc en fait tout ça c'est parce qu'il y a des gens qui me l'ont expliqué. Il y a des gens qui m'ont aidé. Et puis dans l'autre sens, faut pas non plus. Voilà, il y a aussi des gens qui ont essayé de me descendre par justement déterminisme social. C'est-à-dire, mon frère a fait un BEP, fait un CAP. Donc moi, c'était logique qu'en cinquième, j'aille faire un CAP. Donc les professeurs, ils ont poussé pour ça. Ou quand j'étais en première, mon prof de maths me disait, mais prépa, je sais, mais vous y pensez pas, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible. Pareil en prépa, pareil en école. Donc ça pas forcément, c'est pas un chemin. Voilà, il faut une forme de détermination malgré tout. Mais à partir du moment où tu penses que tu es capable, je crois que tu peux le faire. Et puis il y a aussi des personnes qui se complaisent ou qui fonctionnent avec le système éducatif et d'autres qui fonctionnent pas. Par exemple, mon frère, il est quelqu'un de très smart, mais qui correspond pas du tout au système éducatif français, alors que moi, je me suis développé dans le... Donc en fait, ça dépend des gens aussi. Donc il y a plein de choses, mais en tout cas, c'est clairement pas juste un self-made man ou woman. Moi, ça, je crois pas du tout à ça, pour le coup. Pardon, c'est une longue réponse. De la détermination pour sortir du déterminisme. Ouais, exact. Il y a pas de enfin, le déterminisme, il est... Enfin, il y a une forme de déterminisme social en France. On peut pas se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de mobilité sociale. Et en plus, moi, je suis même pas vraiment transclasse parce que moi, je bouge entre les classes. Donc, en fait, j'oublie pas d'où je viens. Et puis, enfin, effectivement, j'ai changé. J'ai pas fait juste un saut d'une classe. J'ai vraiment fait un saut de multiples classes, quoi. Donc, c'est très particulier. Il y a un déterminisme social en France parce que on reste là où on est et que les pauvres restent pauvres. Je vois, enfin, sur des trucs osés simples, mon frère et moi, on a acheté un appartement au même moment. Et moi, mon appartement que j'ai acheté à Paris, il a triplé de valeur et le sien pas. En fait, il est resté au même prix quasiment, pas grand-chose de plus. Et ça, parce que lui, il a acheté en banlieue et moi à Paris. Et c'est, lui, il est chauffeur de bus et moi pas. Et ça, en fait, ça fait des différences majeures. Je pense que ouais, quand t'es pauvre, tu restes pauvre quand même, beaucoup. Enfin, pauvre, il est pas pauvre, on peut pas dire ça, mais en tout cas, très modeste. Et justement, on parle là de détermination, déterminisme, ça me fait penser au déterminé. T'as bossé avec... t'as interviewé un super podcast dans ton podcast Vlan, Moussa Camara, mais il me semble que t'as aussi collaboré avec lui. J'ai un tout petit peu collaboré. J'ai collaboré, c'est un grand mot, mais en tout cas, je suis intervenu plusieurs fois auprès des déterminés. Donc, déterminé, c'est une... Donc, Moussa Camara, c'est un entrepreneur qui vient de Cergy-Pontoise, donc dans le 95 aussi, noir, et qui... a créé à l'origine une boîte dans le mobile et puis il s'est dit en fait j'arrive pas, j'ai pas les clés, je connais pas les codes, j'ai pas les bonnes personnes, je connais pas, etc. Et du coup qu'il s'est rendu compte en travaillant qu'il pouvait y arriver parce que pas de rôle modèle, tout pareil. Et donc il s'est dit mais en fait il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, beaucoup de détermination dans les quartiers mais aussi dans les zones rurales. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas tout ça. Et en fait, moi, je vais créer un truc pour les aider à le faire. Et donc, il a créé les déterminés. Et moi, je suis intervenu plusieurs fois pour coacher des personnes, les aider dans leurs projets. Parce que ça me semblait important de le faire. Parce qu'en fait, moi, du coup, comme on m'a beaucoup aidé dans mon chemin, je pense que c'est extrêmement important de pouvoir aider les autres aussi. C'est-à-dire, et c'est aussi ce que je fais à travers Vlan. C'est-à-dire, en fait, moi, l'idée, c'est de se dire comment je peux transmettre un maximum aux autres, tu vois, des choses que j'apprends, et en même temps de les rendre extrêmement accessibles, cool. Il n'y a pas besoin que ça soit... Parce qu'en fait, il y a aussi une sorte de racisme intellectuel en France. C'est-à-dire que... les bouquins, ils sont chiants, ils sont hyper rébarbatifs, c'est dur à lire, c'est très différent des bouquins américains. On peut aussi se dire, il y a aussi ce complexe, quand on est français, qu'on écrit un livre, on va vouloir tout mettre dedans, mais du coup ça rend le truc imbitable. Il y a un vocabulaire, il y a une manière de parler qui change quand même beaucoup la donne. Et je crois que tout ça, ça aide pas. Et donc effectivement, Moussa, je trouve que c'est génial ce qu'il a pu faire, ce que fait Chance également. Parce que ça permet, c'est plus vraiment une exception d'être noir entrepreneur ou arabe entrepreneur ou femme entrepreneur, mais c'est quand même pas la majorité. Ouais. Et
Et juste avant, justement, tu parlais du problème du manque de réseau. Et j'avais lu une interview de Moussa où il disait même si on manquait de rien, on n'avait pas tout. C'est quoi si on n'avait pas tout? C'est des barrières externes, justement, au développement du potentiel professionnel? Ben, en fait, tu manques de rien parce qu'effectivement, on vit en France. On a un confort de vie qui est voilà, assez exceptionnel. Et la pauvreté, juste pour mémoire, mais c'est relatif, évidemment. Hein. Un pauvre en France, c'est pas un pauvre dans un pays comme le Bangladesh ou autre. C'est très différent. Donc, on manque de rien dans ce sens-là. On a l'eau potable, on a du chauffage, on vit plus ou moins serrés les uns contre les autres, mais enfin, ça va. Par contre, on manque de tout dans le sens, oui, ben on n'a pas de rôle modèle, on n'a pas, en fait, on n'a pas d'opportunité. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vis dans une famille, dans une bonne famille, il y a des livres autour de toi, on va t'emmener dans des musées, on va te montrer ce qu'est, entre guillemets, socialement en tout cas, le beau. On va t'éduquer, tu vas rencontrer des gens. Tu vas avoir effectivement tu vas rencontrer des personnes qui vont te donner des chances. Tu vas... Enfin, il y a énormément de choses en fait. Tu vas pouvoir t'identifier à tes parents, tu vas pouvoir t'identifier à des personnes qui te ressemblent. Et tout ça en fait, quand t'es... Et puis tu vas aussi avoir un truc bête mais important, la confiance a priori. En particulier quand t'es blanc. Ou quand t'es un homme, ça marche pareil, t'as la confiance a priori. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, t'es capable. Tandis que quand t'es noir ou quand t'es arabe, a priori, enfin j'exagère un peu, mais a priori, t'es un voleur. Et quand t'es une femme, potentiellement, t'es pas capable. Tu vois, et ça, en fait, ça joue énormément. Donc en ça, en fait, il te manque énormément de choses, effectivement. Tu parlais de la rencontre là à l'instant. La rencontre, d'ailleurs, c'est un sujet que tu as évoqué avec Charles Pépin dans un autre de tes épisodes. Il me semble qu'il parlait de la combinaison entre la préparation à la rencontre, qui en fait s'effectue plutôt à l'intérieur de soi, venir se nourrir, et ensuite, une fois qu'on est prêt, c'est de s'ouvrir, c'est l'ouverture, la disponibilité. C'est quelque chose que tu as expérimenté, toi? Alors moi, oui, parce que je me suis construit comme ça. Mais enfin, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, parce qu'il suffit que je regarde mon frère pour me rendre compte que ça marche pas comme ça chez lui, par exemple. Parce que moi, j'ai appris, oui, j'ai appris, c'est pas du tout inné, j'ai appris à travers mon expérience de vie que quand je rencontrais quelqu'un, ça pouvait donner quelque chose de positif et en fait, potentiellement le succès social, économique, ou financier. Ou professionnel. Oui, mais pour moi, ça s'appelle ça social. Mais le titre, en tout cas, c'est social. Les réseaux, c'est social. Financier, c'est ce que tu as sur ton compte en banque. Donc, bon, ça peut être lié. C'est souvent lié, mais c'est pas forcément lié. Tu peux aussi avoir beaucoup de reconnaissance sociale, connaître plein de gens, mais pas avoir un gros salaire. Tu vois, par exemple, un étant artiste. Un artiste, tu vois, pas très connu en tout cas. Moi, je me suis prouvé que c'était vrai. Tu vois, que ça marchait. Donc, effectivement, tu vois, je pense que la première fois que ça m'est arrivé, c'est... où j'en ai pris conscience, en tout cas c'est en première, où il y a un prof de maths qui était super sympa, et du coup, ça m'a permis de comprendre les maths. Du coup, je suis devenu l'un des meilleurs élèves de la classe, alors qu'en seconde, je l'avais failli redoubler, que j'ai redoublé ma 4e, etc. Donc, j'étais pas un bon élève. Enfin, j'étais un bon élève jusqu'au début du collège, on va dire. Et puis, collège, ça n'a pas été terrible. Parce que contexte social. Et puis, après, je me suis repris en première, en fait. Et ça, c'est une rencontre. Le fait qu'il y ait une copine qui me dise mais il y a l'existence des prépas, ça, c'est une rencontre aussi. Donc, tout ça, c'est des rencontres et c'est des opportunités que tu saisis. Alors, au début, je ne m'y étais pas préparé. Évidemment, quand j'avais 15 ans ou 16 ans, je n'étais pas forcément très prêt. Par contre, au fur et à mesure, ça te construit une conviction que c'est possible. Quand ta conviction, c'est que tu grandis comme ça, ce qui est la très grande majorité des gens, en fait, les gens vont me considérer comme un moins que rien, les gens vont pas me faire confiance, les gens vont parce que je suis noir, arabe, asiatique, femme, asiatique, je pense que c'est encore d'autres soucis, mais les gens vont me mettre là. Mais si je viens d'un milieu défavorisé, par exemple, les gens vont me mettre là. Il faut que je copie les codes, ce que j'ai fait moi pendant longtemps aussi, avant de m'extraire, je crois. Tu vois, de vouloir être comme eux, tu vois, de vouloir m'habiller comme eux, me comporter comme eux, etc. Donc t'as vraiment ce truc, si tu grandis comme ça, bah ouais,
t'arrives pas à te préparer. Et donc, quand tu rencontres les gens, bah, finalement, tu passes un peu à côté de l'opportunité. Et ça, on peut pas leur reprocher individuellement. Moi, je crois que c'est vraiment une expérience de vie et c'est pas simple, en fait, de savoir ce à quoi fait référence Charles. Je trouve que c'est hyper intéressant, évidemment, mais c'est pas si facile, en réalité. Charles Pepin, qui, on le rappelle ici dans ce podcast, est un philosophe. Oui, bien sûr, effectivement. Petite précision. Mais d'ailleurs, cette ouverture à l'autre, à laquelle tu sembles croire comme la rencontre étant quelque chose de positif, c'est quelque chose que tu appliques aujourd'hui puisque tu as répondu à l'appel solidaire et tu vas rencontrer Anouk dans le cadre des duos chance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre ? En fait, Anouk, donc c'est une femme qui a fait des études de psychologie. Parce que voilà, elle a fait un DUG et du coup, elle a continué dans ses études-là. Et puis, elle avait cette conviction que le soin aux autres, en particulier, c'était le truc qu'elle voulait faire. Et puis, parce qu'elle n'arrivait pas à trouver des stages, etc., elle est allée vers les personnes handicapées mentales. Et en fait, c'était trop dur. C'était dur psychologiquement, c'était dur physiquement pour elle. Et du coup, ça lui a pas plu. Et elle s'est dit assez jeune quand même que finalement, c'était pas pour elle, c'était trop dur, mal payé en plus. Donc, en fait, quand tu fais un truc qui te plaît pas et qu'en plus t'es mal payé, c'est là où c'est compliqué. Tu peux faire des trucs qui te plaisent pas. Si tu... Il y a plein de gens qui font ça d'ailleurs. si t'es bien payé. Comme tu peux faire des choses qui sont pas forcément hyper bien rémunérées si t'adores ce que tu fais. Et puis, entre les deux... il y a trouver du bonheur dans un petit peu de ce que tu fais. Et il y a un certain nombre d'études qui montrent que, idéalement, il faut trouver 20% de ton travail où tu trouves un peu de bonheur. Et ça peut être n'importe quoi. Enfin, je veux dire, le bonheur, c'est pas un truc qui est universel. Je pense que c'est complètement bullshit de dire do what you love what you do, nanana. Bon. C'est super sympa sur le papier, mais a priori, il y a plein de jobs qui correspondent pas à ça. Et la majorité des postes ne correspondent pas à love what you do. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui soient love what you do et boueur, femme de ménage, etc. etc. Je crois pas à ça. Par contre, tu peux trouver du bonheur, du plaisir, au moins, dans ce que tu fais. Et ça peut être, pour certaines personnes, tu vois, l'idée que, j'en sais rien, voilà, c'est propre et ça, c'est un truc qui te tient à cœur, ou ça peut être... de participer à une grande machinerie, etc. Bref, en tout cas, pour elle, c'était pas ça marchait pas. Et donc, elle a décidé de choisir Chance pour se reconvertir, et maintenant, elle s'est dit finalement ce qui, moi, me plaît, et ce qui était très dur d'ailleurs pour elle dans son métier avant, c'est qu'elle était toute seule avec ces personnes handicapées. Et ça, c'est aussi très difficile, cette solitude face à des personnes comme ça. Enfin, moi, j'envisage jamais fait, et j'imagine que c'est extrêmement difficile, effectivement. Et donc, elle s'est dit, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est de travailler en équipe, c'est de participer à des tournages, etc. Donc, elle a fait une formation, enfin, elle entreprend un BTS, pardon, de assistante de prod pour faire de la production. Et donc, c'est le chemin qu'elle a fait. Donc, du coup, elle m'en a parlé. J'ai essayé de voir si je pouvais l'aider, d'ailleurs, à trouver une alternance, parce qu'elle n'a pas de réseau évidemment là-dedans. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé, mais j'abandonne pas. C'est pas comme si c'était non plus mon univers, mais je connais quand même 3-4 personnes. Donc voilà, mais c'est vrai que pour elle, et je trouve que c'est bien, tu vois, qu'elle se pose la question et qu'elle se dise, en fait, ça demande du courage aussi de se dire, en fait, ce que je fais, ça me plaît pas. Et en fait, j'aimerais bien faire autre chose. Je trouve que c'est courageux parce que c'est pas simple de partir d'un endroit où tu as un salaire qui tombe, en fait, à la fin du mois, à un endroit où tu n'as pas de salaire qui tombe. C'est bête comme ça, mais en fait, ça fait quand même une grosse différence, je trouve. Toi, est-ce que tu l'as vécu comme ça quand tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat ? Comment ça s'est passé pour toi, cette transition ? Non, en fait, moi, ma situation, elle est un peu différente. Ça n'a pas été facile, et en fait, ça a été, sur le moment, pas facile, mais en fait avec le recul c'était fou parce que donc moi j'ai créé un blog en 2005, donc il y a 17 ans, et je me suis lancé en indépendant en 2012, donc c'était 7 ans après. Et en fait, entre-temps, mon blog il avait énormément de succès, donc j'avais une sorte de crédibilité, je faisais déjà des conférences, je faisais déjà des cours, donc en fait j'avais une sorte de nom entre guillemets dans ce milieu-là. Donc ça, c'est le premier truc. Donc en fait,
c'était risqué, pas vraiment risqué. Et puis, la France, encore une fois, fait que y a un truc qui existe qui s'appelle les ruptures conventionnelles, quand ton entreprise accepte de le faire, en tout cas. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu pars. Mais bon, en réalité, t'as le chômage pendant 1 an. Donc, je crois que c'est 15 mois de chômage quand tu crées une entreprise. Je sais pas si ça a bougé depuis, mais... Donc, en fait, t'es large. Enfin, je veux dire, t'as 1 an pour générer du chiffre d'affaires, que t'es pas obligé de sortir de ta boîte. Tu peux, garder... 15 mois, donc, techniquement. Et donc, t'as 15 mois où tu peux faire du chiffre d'affaires, et pendant ce temps-là, t'as quand même le chômage qui est 30% de ton salaire précédent, 70% de ton salaire précédent, donc en fait, net. Donc en fait, ça va. Ça dépend de ton niveau de vie, mais a priori, quand tu touches pas trop, tu arrives à vivre quand même. Et donc voilà, en fait, ça s'est fait assez facilement en réalité, quand tu penses. Mais à l'époque, ça a été hyper difficile de prendre la décision, d'avoir la confiance en soi, de se dire, attends, il y a des gens qui vont m'appeler pour travailler avec moi, etc. Ça, c'est dur. Ouais, c'est le phénomène, le syndrome de l'imposteur, la légitimité. Ouais, complètement. Qui intervient souvent quand on change de voie professionnelle. Ouais, ça intervient souvent quand tu changes de voie professionnelle. Ça intervient souvent aussi quand tu sors de ton cadre. Et ça intervient souvent en fonction de là d'où tu viens aussi. C'est-à-dire que, bien sûr, je pense que c'est un sentiment qui est souhaitable, le syndrome de l'imposteur. C'est pas forcément que négatif. Je crois que ça peut être aussi utile pour garder une forme de modération, enfin, tu vois, de ne pas se la raconter à mort, etc., etc. Je pense que c'est pas complètement inutile, le syndrome de l'imposteur. Et quand tu es trop à l'aise, moi, je pense que c'est important de changer, de bouger, pas être dans l'inertie, en fait. Ouais, justement, avant, tout à l'heure, on parlait de barrières externes. Là, on en est un peu plus sur l'interne. Toi, ce serait quoi tes préconisations en termes d'état d'esprit quand on va comme ça vers un changement dans sa vie significatif? Je crois que je pense qu'il faut accepter. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, il n'y a rien de. C'est marrant. Et souvent, les gens me disent ça. Ah, mais c'est définitif. Par exemple, quand j'ai déménagé à New York. Ah bon, mais c'est définitif. Et en fait, moi, à part la mort, je ne sais pas très bien ce qui est définitif. Donc, admettons que tu veuilles changer et que ça ne marche pas. Bon, c'est possible. En fait, c'est pas grave, tu vois. Enfin, en fait, la réalité, c'est que c'est pas très grave. C'est-à-dire que tu veux changer, tu essayes. Ce qui serait grave, c'est de pas essayer et d'être frustré toute sa vie. C'est-à-dire que si tu as la prise de conscience que ce que tu fais ne te plaît pas et que tu as envie de bouger, pas tant pour... je pense qu'il faut aussi réfléchir à ses motivations, hein, mais si tes motivations sont saines et que tu as envie de bouger, je crois que juste se dire, en fait, tu peux essayer. En fait, essayer, c'est le plus important. Parce qu'à la fin, si tu n'y arrives pas, au pire, tu reviens à la situation... Enfin, c'est possible, en fait, de revenir à la situation identique, précédente. Enfin, c'est 1 an, et souvent, tu es accompagné financièrement en France, donc on a une chance quand même inouïe d'avoir le chômage. Enfin, pour la majorité des gens, moi, par exemple, en étant entrepreneur, c'est sûr que si là je me retrouve au chômage, j'ai pas de chômage. si je tombe malade, j'ai pas de système. Mais c'est quand même magique en France qu'on ait ça. Et donc je trouve que le meilleur conseil, c'est de se dire que c'est possible d'abord, et ensuite que c'est pas grave si ça marche pas. Enfin, c'est un peu bête, mais pour moi c'est vraiment ça. Tu as abordé d'ailleurs ce thème avec Marie Robert, professeure de philosophie. Je vais pas tout faire tes épisodes de podcast. Non, t'inquiète. Qui ressort tous les épisodes. T'auras du mal parce que tous ne seraient pas cohérents. Il y en a 214 je crois ce jour. Mais podcast que j'aime beaucoup, que je recommande vivement d'ailleurs à nos auditeurs qui connaissent sûrement déjà. Tu parlais avec Marie de ça, du fait qu'on est une génération... Elle disait la nouvelle génération est un petit peu plus flexible, mais on a tendance à penser que la vie, c'est aller d'un point A à un point B et stop, quoi. Alors qu'en fait, finalement, c'est peut-être plein de petits points A et plein de petits points B, quoi. Oui, je crois que c'est simplifié. En fait, on a envie de simple, mais la vie, elle est jamais simple. On a envie d'équilibre, mais la vie, c'est jamais un équilibre. En fait, cet équilibre... En fait, quand tu regardes la définition du mot équilibre, c'est un état statutaire. Mais c'est l'inertie, en fait. Et l'inertie, c'est mort. Enfin, tu vois, c'est Zemmour, quoi. L'inertie, c'est nul. Par contre, quand tu penses à l'équilibre, tu penses à la nature. Tu penses à l'eau, par exemple.
Et en fait, ça, c'est des systèmes d'équilibre dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ça bouge en permanence. La nature, elle est pas, tu vois, elle est pas figée. Elle bouge en permanence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce mouvement. Donc, moi, je crois pas que l'équilibre, ce soit un truc souhaitable. En tout cas, cet équilibre. Ce qu'il faut, c'est un équilibre dynamique. Et effectivement, quand tu prends un chemin A, un chemin B, ben, on fait tous des erreurs et en fait ces erreurs elles sont nécessaires. Il y a plein de choses que tes parents ont dû te dire ou que les parents des personnes qui nous écoutent ont dû vous dire parce qu'ils ont appris sur leur chemin et tu les as pas écoutés mais parce que tu avais besoin de faire l'erreur. Tu vois, il y a plein de trucs que tu peux dire aux gens. Par exemple, moi arrivé là où je suis, je peux dire l'argent c'est super mais en tout cas il y a un moment donné ça marche plus. Et pour connaître beaucoup de gens qui sont millionnaires, c'est pas un état souhaitable et moi j'ai pas du tout envie d'arriver là parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Et que je vois bien que ça marche pas. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui a pas d'argent, il va te dire, mais attends, moi c'est différent, laisse-moi gagner de l'argent, puis je te dirai si pour moi c'est différent. Et je sais que ça sera la même situation, mais il a besoin d'aller là. Et je comprends, enfin tu vois, c'est un exemple, mais ça pourrait être aussi, tu vois, des recommandations pour des trucs de couple, ça pourrait être n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, il y a des tonnes de situations où tu as besoin de faire l'expérience. Tu sais que c'est pas bien, mais tu as besoin de le faire parce que tu as besoin de te le prouver à toi-même. Et donc, ça te fait faire des circonvolutions. Et c'est ce qu'on appelle la vie, en fait. La vie, c'est de faire cette circonvolution. C'est pas d'arriver à un point A à un point B, c'est chiant sinon. Ça n'a aucun intérêt. Si on arrivait tous d'un point A à un point B, enfin, on arrive tous d'un point A à un point B. A priori, on sort de notre mère, on arrive jusqu'à redevenir de l'énergie fossile. C'est tous notre chemin. A priori, quand tu prends la big picture, c'est le chemin pour tout le monde. Mais à l'intérieur de ça, t'as pas envie d'arriver de A à B. Sinon, ça n'a aucun intérêt. La vie, c'est justement les circonvolutions. Une fois qu'on dit ça, il y a quand même un pendant un peu extrémiste de cette façon de penser, quand on dit il faut essayer, etc., qui est en ce moment une des tendances, tu sais, du self-care, de quand on veut, on peut, sois la meilleure version de toi-même. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Moi, je pense que la meilleure version de soi-même, c'est vraiment bullshit aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de meilleure version de soi-même. La version de soi-même, c'est celle qu'on est actuellement, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est beaucoup d'injonctions qui sont insupportables, en fait. Parce que du coup, déjà, en général, les gens qui s'intéressent beaucoup au développement personnel, c'est des gens qui vont bien. La psychologie positive, c'est ce qu'explique Eva Illouz dans son bouquin. Donc Eva Illouz, sociologue. C'est que la psychologie positive, c'est super pour les gens qui vont déjà bien. Ils n'ont pas de problème psychologique. En fait, on va essayer de résoudre des problèmes. Comment je pourrais aller mieux quand même et comment j'essaye de m'optimiser, tu vois. Aujourd'hui, quand on fait du yoga, de la méditation pleine conscience, j'en sais rien. Tous ces trucs, c'est pour mieux travailler. C'est comment je peux trouver une sorte d'équilibre, comment je peux... En fait, on se rajoute de la pression, on se rajoute du stress. Ah ouais, non mais en fait, et c'est pas utile. Donc déjà, il y a ça. Et puis après, quand on veut, on peut, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont beaucoup de détermination. Et c'est exactement le sujet des déterminés, hein, en fait, ou de chance, d'une certaine mesure. T'as beaucoup de détermination, mais si t'as pas le réseau, si les gens ne font pas confiance... par exemple, on voit bien le nombre de femmes qui essaient de lever de l'argent et qui n'y arrivent pas parce qu'en fait les investisseurs ne leur font pas confiance. Elles veulent, hein, mais elles peuvent pas. Quand t'as pas les connaissances, les connaissances, le réseau, tu veux, mais tu peux pas. Donc c'est pas vrai de dire quand tu veux, tu peux. Et la meilleure version de soi-même, moi je pense que c'est déjà la version dans laquelle on est actuellement. Et en fait, c'est une quête infinie, cette meilleure version de soi-même. C'est vraiment un projet hyper capitalistique. Et là-dedans, j'intègre l'individualisme. Je crois pas que ce soit un bon projet de vouloir devenir la meilleure version de soi-même. Je pense que essayer de se comprendre, d'avoir conscience de ses failles, de ses ombres, avoir conscience de plein de trucs. Ce qui est bien, c'est d'avoir conscience et de le réaliser, de se dire ah tiens, et d'en rigoler un peu, tu vois. Moi je vois bien, tu vois, c'est souvent on me dit moi je vois pas les couleurs, je suis pas raciste. Moi je les vois les couleurs. Et moi-même, parce qu'on est dans une société qui est plutôt raciste, moi-même j'ai des relents racistes et c'est pas grave, tu vois. Enfin, j'ai pas la sensation que ce soit très grave parce que je m'en rends compte. Ça prend une milliseconde, hein, c'est pas très long. Je m'en rends compte et ça me fait rire, ça me fait sourire. Tu vois, tu pensais travailler, t'es pareil. Mais pareil avec le patriarcat, tu vois. Évidemment, on est dans une société super patriarcale.
c'est très difficile d'être déconstruit. Enfin, ça veut dire même si c'est un sujet qui me tient à cœur, la réalité c'est que ben oui, moi aussi et les femmes aussi d'ailleurs sont dans une société patriarcale. Donc en fait, tu vois bien qu'il y a un certain nombre de femmes qui sont aussi dans ce modèle parce qu'on est tous dans ce modèle. Donc après, tu peux le déconstruire jusqu'au plus où tu veux, mais en fait, il y aura toujours un petit truc, tu vois, et c'est pas grave. Et moi, je trouve que c'est malhonnête intellectuellement, et aussi ça sert à rien de dire moi je suis déconstruit, moi ça ou moi je suis une meilleure version. Enfin, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des trucs qui sont pas honnêtes et inutiles. Voilà. Et justement, je parlais de ces moments où on a toute la bonne volonté du monde, mais on peut pas. Ça t'est déjà arrivé comme ça de te retrouver face à un mur ou à un plafond de verre, comme on appelle ça parfois, dans tes bifurcations professionnelles? T'as fait beaucoup de choses. Ouais, je fais beaucoup de choses et d'ailleurs je bouge en permanence, toujours. Parce que moi je trouve que en fait on m'avait expliqué ça quand j'étais ma toute première boss il y a 22 ans. Elle m'avait dit ce qui est difficile dans une carrière, c'est de partir quand t'es au top. Pas de partir quand ça commence à redescendre. Et j'ai toujours suivi ce conseil quelque part. Pas de manière volontaire, mais un petit peu quand même. J'aime bien aller vers des nouveaux sujets, changer de trucs, voilà, même quand ça va bien. Donc j'ai toujours fait ça. Et après, est-ce que je me suis retrouvé face à des murs? Il y a plein de projets que j'ai pas réussi. Et en fait, quand j'y arrive pas, tu vois, dernièrement, j'ai monté un projet qui s'appelait Matrice avec 2 amis, où il s'agissait de créer une sorte de communauté pour aider les gens justement à faire ce dont ils avaient envie, etc., etc., etc. Et en fait, ça n'a pas marché, on n'a pas eu assez de gens. Mais en fait, ça n'a pas marché. Et le jour où on a dit qu'on arrêtait, que ça marchait pas, moi, j'avais déjà un autre projet en tête, en fait. Donc, du coup, c'est pas grave. J'aurais essayé, c'est pas marché. Next. Ah, ce que tu disais tout à l'heure, illustration parfaite. Ouais, donc voilà, moi, quand ça marche pas. Et puis après, il y a les erreurs, par contre, ça, c'est d'autres choses. Et bon, bah, j'ai fait des erreurs, j'en ai fait plein, comme plein de gens. Et c'est marrant parce que quand tu regarde à distance quelqu'un, entre guillemets, qui réussit. Alors, encore une fois, il faudra redéfinir ce que c'est que la réussite, mais tu vois que le positif. Et en fait, à l'intérieur de tout ça, il y a encore plein de circonvolutions, il y a plein d'échecs, il y a plein de doutes, il y a plein de trucs compliqués, il y a plein de partir de zéro. Tu vois, typiquement, je prends une grosse startup genre Airbnb, quand tu vois pourquoi ils ont commencé, comment ils ont commencé. Donc, en l'occurrence, Airbnb, l'explication, c'est 2 mecs qui n'avaient pas une thune, qui étaient designers et qui vivaient à San Francisco et qui se sont dit, en fait, comme on n'a pas de thune, on va louer une chambre pour un salon qui a lieu à San Francisco. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des demandes. Donc, c'est tiens, on va continuer à le faire, c'est cool. Donc, ils ont loué leur chambre. Ils se sont dit, ah putain, mais en fait, c'est assez cool, on rencontre des gens, nanana. Et en fait, voilà, mais en même temps, personne ne voulait leur prêter d'argent. Donc, du coup, comme c'est des designers, ils ont créé des énormes paquets de... Bon, c'est bizarre, mais des énormes paquets de céréales à l'effigie des 2 protagonistes de l'élection présidentielle. C'était Obama et comment s'appelait l'autre? Je me souviens plus, c'était la première. Donc, du coup, c'était Biden et un mec qui est mort depuis. Je me souviens plus son nom. Bref. Et ça s'est vachement bien vendu. Ça leur a permis d'avoir l'argent pour créer Airbnb. Mais tu vois, en fait, tout ça, et au début, c'était hyper dur, ça marchait pas. Et en fait, tout ça, les gens, ils le voient pas. Parce qu'évidemment, tu vois le succès d'Airbnb et donc tu ne vois que ça et que les mecs sont milliardaires. Mais ça n'a pas été facile au début non plus. Donc même dans des situations comme ça, en fait, ça n'a pas été simple. Et je crois qu'il n'y a pas une histoire d'entrepreneur où ça a été fluide et facile. Ça a toujours été difficile. Et d'ailleurs, souvent dans les entrepreneurs, quand tu écoutes des podcasts sur les entrepreneurs, et moi pour en connaître un certain nombre, c'est toujours un peu la même histoire, c'est qu'ils prennent une revanche à un moment donné. Ça peut être sur leurs parents, ça peut être sur leur origine sociale, ça peut être sur plein de trucs, mais il y a toujours une revanche, quelque part. Et toi, tes doutes, ça a été quoi? Moi, mes doutes, il y en a plein en fait. Mes doutes sur le chemin, sur tout le chemin. Ouais, sur tout ce chemin. Les grands doutes, disons, parce que bien sûr, il y en a beaucoup. Non, mais les grands doutes, c'est est-ce que par exemple, quand j'ai lancé mon blog, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir raconter qui serait si intéressant que les gens vont vouloir le lire, tu vois. Parce qu'à l'époque, les blogs, ça n'existait pas vraiment. Ça peut être, mais est-ce que vraiment je vais réussir à faire une prépa? Parce que tout le monde me dit que je vais pas y arriver. Et est-ce que, tu vois, est-ce que j'appartiens à cet endroit, en fait, simplement? Ça va être
Je sais pas, je me lance en indépendant. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais trouver des clients? Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'appeler pour travailler avec moi? Ça va être, je vais lancer un podcast, mais du coup, est-ce que vraiment ça fait du sens? Est-ce que c'est vraiment ça qui va m'aider à trouver des nouveaux clients? Quand j'ai changé de sujet, parce qu'à la base, Vlan, c'était un podcast de marketing, comment les gens vont le prendre? Et puis aussi, si Vlan, à la base, c'était un podcast qui était fait pour trouver des clients, ce qui était le cas, si c'est plus le cas, comment je vais trouver des clients, du coup? Parce que Vlan, c'est super, mais en fait, c'est un podcast qui est hyper... parle de plein de sujets différents. Ça parle pas... Voilà, c'est pas du tout mon métier. Voilà, et là, je vais lancer un nouveau podcast sur un autre sujet encore. Et ben, je me dis, j'ai aucune légitimité sur ce sujet. On peut savoir où... Leadership. Sur le leadership et le care, spécifiquement, donc le soin dans le leadership. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais moi, a priori, je suis pas patron d'une grosse boîte, je suis pas un leader spécifiquement. J'ai jamais travaillé en RH. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment de pertinence sur ce sujet a priori. Donc, est-ce que vraiment ça fait du sens que ce soit moi qui le traite? Est-ce que je vais trouver les bonnes questions? Est-ce que voilà. Enfin, tu vois, tous les projets que j'ai pu lancer, quand j'ai écrit un livre aussi. Enfin, tu vois, voilà, ou quand je suis parti vivre à New York alors que j'avais pas de business là-bas particulièrement, ou enfin tout en fait. Et bien sûr, c'est des doutes. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a des tonnes d'échecs, il y a des tonnes de déconvenus, il y a des tonnes de... et ça, bien sûr, les gens le voient pas nécessairement, t'en parles pas nécessairement. Et d'ailleurs, moi-même, je me focus pas. J'avais cette discussion justement avec mon frère, parce que du coup, on a vraiment des expériences de vie qui sont très différentes. Et lui me dit, ouais, mais quand t'essayes, ça marche. Mais non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire que moi, c'est juste que en fait, je te parle même pas de tous les trucs qui vont mal. Parce que même moi, en fait, je considère que c'est pas très intéressant, donc je te parle des trucs qui vont bien, et puis tous les trucs qui marchent pas, ça marche pas, et il y a plein de trucs qui marchent pas. Enfin, il y a plein de trucs qui sont problématiques, des gens qui me payent pas, enfin, j'en sais rien, plein de problèmes XY de la vie, quoi. Et enfin, je le sais, mais je me concentre pas là-dessus. Donc, je me concentre vraiment sur la partie qui va bien, et quand ça va mal, et ben, du coup, je passe, et après, c'est un état d'esprit aussi, mais il y a une partie de dîner, c'est-à-dire je pense que j'ai la chance quand même d'avoir ça, mais il y a aussi une partie de construit qui est que c'est mon expérience de vie. Enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait, dans mon expérience de vie, je me suis prouvé qu'en fait c'était possible et que ça marchait, et que en fait quand tu allais vers le positif, enfin tu vois, et que c'était la bonne manière de fonctionner. Mais c'est pas si facile en réalité. De continuer à apprendre, en fait, constamment, de continuer à grandir. Ah bah si, ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de commencer, je crois. C'est facile, une fois que je suis là où je suis moi, par exemple, c'est facile de me dire, je lance un podcast sur le leadership. Bon, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et si ça marche pas, tu sais quoi, j'arrête et puis je ferai autre chose. Tu vois, ça m'est arrivé, par exemple, j'ai fait... avant le podcast, avant Vlan, j'avais fait un truc qui s'appelait... J'avais essayé des conversations sur Facebook, en live, qui s'appelait Regard croisé. Bon, ça n'a pas marché. C'est devenu Vlan. C'est pas grave, en fait, tu vois. Et comme j'ai essayé une fois, j'ai fait un live sur LinkedIn après Vlan. Enfin, c'était il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus. En plus, je me suis lancé, j'étais avec le CEO de Pierre Fabre, donc plutôt une grosse boîte, plutôt le patron d'une grosse boîte. Échec total. Un truc qui n'a pas marché du tout. J'en ai fait qu'un et puis je suis passé à autre chose. Tu vois. Et voilà, et 3-4 ans après, je lance un truc sur le leadership. Et en fait, des déconvenus comme ça, mais en fait, tu vois, des exemples, j'en ai des tonnes. Ouais. Donc, c'est facile pour moi, entre guillemets, parce que, encore une fois, je me suis prouvé que, hop, c'est pas grave, tu recommences, et quand tu travailles, tu peux y arriver. C'est une gymnastique, hein. Mais ouais, c'est une gymnastique. Mais en fait, quand tu t'es prouvé à toi-même que c'était possible et que c'était pas si grave d'échouer, en fait, tu te concentres pas sur l'échec. Quand, à l'inverse, t'as pas réussi à te prouver que les gens pouvaient te faire confiance, t'as pas réussi à te prouver que ça pouvait marcher, t'as pas réussi à te prouver tous ces genres de choses, et du coup, ce qui est difficile, c'est ça, c'est le début en fait. C'est de te prouver que c'est possible. C'est pas pour moi pour moi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est pour des personnes qui n'ont pas réussi à se prouver ça. Et en fait, ce que j'ai envie de leur dire, c'est en fait, c'est possible. Tu vois, en fait, moi, j'aurais adoré quand j'étais gamin qu'on me dise en fait, c'est quoi, c'est possible. Parce qu'à l'époque, moi, je savais pas. Et bon, parfois, c'est pas suffisant. Hein, tu vois, il y a plein de personnes, mon frère le premier,
pour qui il te dit oui, mais, tu vois. Bien sûr, t'as le oui, mais. Et ils ont pas tort, oui, mais en fait, en réalité, et en fait, la seule manière de te prouver que ça marche, comme pour les échecs d'ailleurs, c'est l'empirisme. Donc, c'est d'essayer et de faire et d'y mettre suffisamment d'énergie. Parce qu'évidemment, si tu mets pas d'énergie dans quelque chose, c'est sûr que ça va pas marcher. Là, pour le coup, il y a pas de doute sur le sujet. Donc, moi, je travaille énormément. Et voilà, là-dessus, pour le coup, il y a pas de doute. Et je dis pas, enfin, je veux certainement pas être dans encore ce déterminisme de dire si tu travailles, tu vas y arriver. Tu vois, un peu dans une forme hyper libéraliste, macroniste, de si tu travailles, tu vas y arriver. C'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de gens qui travaillent et qui n'y arrivent pas. Donc, c'est pas juste ça. Mais c'est aussi de se dire, je peux dépasser les limitations. Il faut que je sorte. Tu vois, par exemple, des gens, je prends d'autres sujets, tu vois, qui se disent, ouais, mais je rencontre personne. Ok, est-ce que tu as été dans un club moi, par exemple, je prends un exemple d'une copine à moi qui vit à Lisbonne. Une fille, donc, elle connaît personne à Lisbonne. Elle s'est mise dans un club d'impro, dans un club de chant de fado, dans un club de machin. Bah ouais, elle a rencontré un mec, elle a rencontré plein de gens, elle a plein de potes. Eh bah ouais, mais le truc, c'est qu'elle s'est inscrite dans plein de clubs. Et quand il dit je rencontre personne, bah oui, mais tu fais quoi précisément pour rencontrer des gens? Et en fait, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que bah, si tu fais rien, bah, tu vas pas y arriver, c'est pas possible. Et en fait, faut pas croire que les gens soient fermés. Je crois que, en fait, si t'es pas trop éloigné de leur code, parce qu'il y a aussi quand même des codes vestimentaires, il y a un certain nombre de codes néanmoins, les gens sont ouverts. Alors pour le travail, j'entends. Les gens sont ouverts et ils peuvent ouvrir leur porte, discuter avec toi, et il suffit d'oser leur demander, parfois, tout simplement. Ce qui n'est pas toujours simple. D'oser, non, c'est pas facile, mais en fait, le pire, c'est comme dans les couples, tu vois, quand on dit ça, quand t'es gamin, mais bon, c'est pas forcément simple. Non plus, le pire qui puisse arriver, c'est qu'ils te disent non. Et ben, c'est pas grave, tu continues, quoi. Et alors quoi? Et puis voilà, en fait, il n'y a rien. Et tu parlais donc du doute par rapport à ton podcast. Je suis pas forcément le plus grand expert du sujet. Et j'ai écouté aussi l'interview que tu donnais sur InPower, je crois, en parlant de ton livre, et d'ailleurs, on va revenir à ton livre après, où tu disais, bon, écrire un livre dit comme ça, c'est sexy, puis après, on est face à ses compétences. Ouais. Et j'ai bien aimé cette phrase parce que bah, c'est vrai, quoi. Concrètement, comment tu fais dans ces moments-là quand tu changes de domaine, tu vois, comment dire, de sujet? Est-ce que tu montes en compétences en autonomie? Est-ce que tu te fais accompagner des bonnes personnes? Je pense qu'il faut avoir l'humilité de se faire accompagner, ça c'est sûr. Mais tu montes en compétences tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, admettons, tu veux écrire un livre. Ben, le premier procédé que tu vas faire, c'est lire. Et regarder des vidéos, et t'intéresser, chercher. Et prendre, tu vois, alors on n'est pas dans une thèse, mais dans une thèse, tu vas prendre 360 degrés, c'est-à-dire tous les sujets, même les trucs avec lesquels t'es absolument pas d'accord. Parce que c'est hyper important d'aller chercher ça aussi. Et tu vas aller explorer, en fait, et prendre des notes, et apprendre. Et en fait, cet effort que tu fais, il faut accepter l'idée que les autres le font pas. Et donc, donc ça, tu vas faire l'exercice. Et ça demande beaucoup de travail. Hein. Enfin, il y a pas de secret, par contre. Donc, tu vas explorer, comprendre. Et après, l'autre partie, c'est ton expérience de vie et puis ta capacité à transmettre. Donc, comment tu vas transmettre cette information, comment tu vas l'écrire, etc. Mais après, il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que tu cherches à faire. Tu vois, là, j'ai une autre idée de bouquin. Et en fait, je me dis, plutôt qu'un bouquin, je vais en faire un documentaire. Parce que un livre, c'est super pour la reconnaissance sociale. Mais personne ne va le lire. La réalité, c'est que très peu de gens lisent des bouquins. C'est toujours les mêmes en plus. Et là, le sujet que j'ai envie de traiter, en l'occurrence, c'est un sujet qui est hyper grand public, donc j'ai envie que ça touche un maximum de gens. Et donc je me dis, finalement, et moi j'ai jamais fait de documentaire de ma vie, donc je sais même pas par où commencer, mais je me dis, en fait, ce qui serait plus logique, c'est quand même de faire un documentaire. Et je sais pas le faire. J'ai jamais fait de documentaire, je sais même pas comment ça s'écrit, tu vois. Mais je vais le faire. Enfin, je vais essayer. Après, bon, c'est un échec, et c'est pas grave. Je ferai autre chose. Mais je vais essayer, tu vois. Je vais contacter des gens, je vais dire, tiens, j'ai une idée, qu'est-ce que t'en penses? Et après, je vais leur demander, du coup, pour faire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Et ils vont me dire un truc, tu vois, je sais pas quoi, et je vais le faire. Enfin, tu vois, je vais apprendre. Et en fait, tu ne peux apprendre qu'en faisant, tu peux pas...
Enfin, ça marche pas autrement, c'est pas possible de le faire autrement. Après, il y a aussi les formations, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre en faisant, quoi. C'est ça que... Moi, je pense, oui, il y a des formations, mais les diplômes, c'est des trucs magiques, les diplômes. T'as pas forcément besoin d'un diplôme pour faire les choses. Moi, je crois qu'il y a plein de gens qui font de la philosophie et qui sont pas philosophes. Il y a plein de gens qui font de la sociologie qui sont pas sociologues, etc., etc. Ça a plus de puissance de faire. Moi, j'aurais toujours plus confiance dans quelqu'un qui a pas le permis de conduire, mais qui a conduit une voiture depuis 3 ans, que quelqu'un qui a le permis de conduire, qui a jamais vraiment conduit. C'est clair. Donc, oui, alors bien sûr, d'un côté, il a le diplôme, de l'autre côté, il l'a pas, mais enfin, il y a l'expérience, tu vois. Donc, concrètement, a priori, t'as quand même plus confiance dans quelqu'un qui a de l'expérience que quelqu'un qui l'a pas. Et a priori, ça va ensemble, parce que quand tu fais les études, t'as de l'expérience, mais tu peux totalement avoir de l'expérience sans faire les études. C'est complètement possible. Il y a plein de gens qui ont fait du pain pendant le confinement. Non, ils sont pas devenus boulangers, mais je veux dire, si tu pousses le truc, si tu pousses le curseur, tu peux... tu vois, bon, il faut s'équiper après, mais tu peux carrément devenir super fort en boulangerie, tu vois. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est possible. En fait, Tu prêches une convaincue. J'ai moi-même réalisé mon documentaire alors que j'ai pas de diplôme et que j'avais jamais fait ça avant. Ouais, voilà. Donc, je pense effectivement que c'est possible, mais c'est bien de le rappeler. Et c'est essentiel de le rappeler parce que pour beaucoup de gens, je pense que c'est des barrières. Et en France, en particulier, où on a un amour des diplômes et qu'on te juge beaucoup quand même en fonction de tes diplômes. C'est pas simple d'évoluer dans un monde sans diplôme ou sans les diplômes requis. Et même pour moi, tu vois, mon podcast et ce que je fais, c'est quand même beaucoup de sociologie. En même temps, je suis pas du tout sociologue et jamais je me prendrais comme un sociologue. Alors qu'en fait, c'est un sociologue qui me disait ça, je fais plus de sociologie que plein de sociologues. Mais c'est compliqué quand même, tu vois. J'aurais du mal à dire ça, enfin, je pourrais pas le dire. Donc, j'ai quand même ce respect des diplômes malgré tout. Donc, on a quand même ce truc en France, mais la réalité, c'est que quand même, c'est possible. Tu connais l'expression The American Dream is the French Nightmare, que le rêve américain est le cauchemar français, justement, à cause de ce poids des diplômes, alors que là-bas, entre guillemets... n'importe qui peut s'inventer. Ouais, alors c'est plus ou moins qui vrai. est une injonction également, bien évidemment. Alors, aux États-Unis, c'est beaucoup moins vrai qu'en France, mais en fait, ce qui est fou, d'ailleurs, avec cette histoire de rêve américain, c'est que c'est une vieille croyance qui était vraie au début des États-Unis et qui l'est beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est marrant, je parlais tout à l'heure d'Eva Illouz, elle parle beaucoup de ça au tout début de son livre qui s'appelle Happycracy, donc une grosse critique du développement personnel et de la psychologie positive. En fait, aux États-Unis, où il n'y a aucune mobilité sociale, où tu n'as pas d'aide, de rien, tu vois, l'école est payante, tout est payant, le système de santé c'est payant, enfin, tu te retrouves malade, nous en France, t'es payé, tu vois, tu continues à te payer quand t'es malade. Aux États-Unis, t'as rien du tout. Donc en fait, tout ça fait que la mobilité sociale, elle est quasiment inexistante et c'est pas vrai de dire si tu veux, tu peux. Non. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Donc le rêve américain, ouais. On pourrait plutôt parler de rêve français ou de rêve européen que de rêve américain. Mais c'est vrai que par contre, on a quand même cette limite des diplômes en France. Mais c'est cette expression qui me faisait rire. Mais l'expression est drôle. Et j'ai noté que tu as dit plusieurs fois, tu as parlé de la transmission, de transmettre. Et chez Chance, on parle de ce qu'on appelle les moteurs. Les moteurs, c'est dans le faire, ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te fait vibrer. Est-ce que ça, c'est un de tes moteurs, le fait de transmettre ? Oui, totalement. Enfin, je pense qu'en fait, ce que j'essaye de faire, quand j'y réfléchis en tout cas, je me dis ce qui me motive le plus, c'est de transmettre. Ouais. Plus que n'importe quoi. Et du coup... n'importe quoi plus ou moins dans des conditions que moi je trouve acceptables, parce que sinon je serais professeur tu vois, à plein temps, ce qui n'est pas le cas. Donc, et encore que je suis pas sûr que être professeur c'est la meilleure manière de transmettre. C'est une manière de transmettre à un certain nombre de personnes, c'est super, évidemment, c'est hyper important, mais tu vois, le podcast ça touche par exemple plus de monde qu'une classe d'école. De faire des documentaires, d'écrire, écrire des livres, c'est tout relatif, comme on vient d'en parler, mais en fait, en tout cas, d'avoir une voix, ça permet de transmettre, effectivement, et moi, en tout cas, c'est ce qui me fait vibrer, parce que je crois que c'est vraiment ce qui permet aux autres de grandir. Donc, en fait, du coup,
j'ai envie de faire ça au maximum, tant que je peux. Et en parlant de transmettre, même si j'ai bien entendu que le podcast permet de toucher plus de gens que le livre, Insoutenable Paradis, ton livre, qu'est-ce que tu as voulu transmettre en l'écrivant ? J'ai voulu transmettre qu'il fallait changer de rapport au monde. Qu'en fait, on vivait dans une société de bien vivre dans laquelle on s'en rend pas forcément compte, mais on est vraiment dans une société de bien vivre, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tous plus ou moins, pas tous, c'est pas vrai, mais à partir de 27 000 euros par an, t'es dans les 1% les plus riches de la planète. Donc en fait, voilà, on est dans un système très qualitatif où on a de l'eau courante, on a du chauffage, on est en sécurité, on n'a pas de guerre là. Enfin, moi, je vois pas de bombes tomber, même si c'est en train d'un peu bouger, évidemment. Mais enfin, jusqu'à présent, on peut boire des verres en terrasse. Voilà, on est quand même dans un système hyper sécurisé. Si on tombe malade, on est pris en charge. Il y a des hôpitaux. Enfin, tout ça fait que on est dans un contexte de bien vivre. Par contre, on n'est pas dans le bien-être. Et ça, le bien-être, c'est différent. Le bien-être, c'est comment tu te sens. Et moi, je crois que... en fait, c'est un bouquin sur l'écologie, hein, mais je crois qu'en fait, pour aller dans le sens de l'humain et pour aller dans le sens de l'écologie, en fait, c'est le même sens. On parle beaucoup d'écologie punitive, mais je crois que c'est pas faux de dire que l'écologie est un peu punitive, mais ça serait pas vrai de dire que notre société, elle est parfaite et qu'elle est pas punitive. C'est-à-dire qu'on passe d'une société punitive à une autre société punitive, oui. Donc d'un côté, on va punir le bien-être versus le bien-vivre, donc c'est la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'en fait, on vit mal, on prend beaucoup d'anxiolytiques statistiquement, on fait des burn-out, des bore-out, on donne tout pour son travail. En fait, le travail, c'est Dieu, finalement, l'argent, etc. C'est pas une critique, mais c'est quand même la société dans laquelle on vit. Tout contre le mal-être, tout contre le bien-être, pardon. Et la société écologique, c'est vrai qu'il y a un peu moins de bien-vivre, mais en même temps, comme on vit dans une société de surabondance, c'est vrai qu'on ne pourra pas avoir autant de bien vivre, c'est-à-dire peut-être que on pourra te dire demain, bah oui, en fait, effectivement, ta voiture, tu vas devoir aller un peu moins vite. Est-ce que peut-être tu pourras pas mettre tes machines quand tu veux est-ce que tu pourras avoir, j'en sais rien, de la viande hachée chez McDo quand tu veux est-ce que tu pourras manger de la viande autant que tu veux? Sans doute pas. Est-ce que tu pourras, j'en sais rien, enfin avoir du chauffage en terrasse, tu vois, ce qui maintenant est interdit, mais enfin, on l'a fait quand même cette année, en tout cas. Donc tout ça, bah oui, effectivement, ça va disparaître. Mais par contre, peut-être une société de mieux-être, de bien-être, dans laquelle tu as plus de temps pour voir ta famille, tes enfants, tes parents, ton mec, ta copine. Peut-être que tu seras dans un mieux-être et peut-être un peu moins dans un moins bien vivre, mais est-ce qu'on peut pas descendre d'un cran en fait notre mieux vivre, notre bien vivre et augmenter le bien-être. Et en fait, c'est cet équilibre là qui est intéressant. Et moi, c'est ça que j'ai voulu faire passer. Et en fait, pour faire ça, donc en fait, moi, je crois que tu peux changer sans tout sacrifier. Tu dois comprendre que déjà descendre de manière archétypale, attention, ce côté masculin de la société, parce que dans la puissance masculine archétypale, je précise parce que je suis pas en train de faire encore une fois de dire les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça, ou le féminin c'est ci, le masculin c'est ça, mais de manière archétypale en tout cas. Le masculin, c'est la puissance par l'extérieur, donc c'est la force, la vitesse, tous les biens que tu vas mettre autour de toi, etc. La force archétypale. Féminine, c'est plutôt la puissance intérieure, etc., etc. Donc c'est valable pour les hommes et pour les femmes. À partir du moment où tu rebalances, c'est-à-dire que tu réduis ta force, entre guillemets, masculine, et que tu augmentes ta force, entre guillemets, même féminine, et bah du coup, t'as moins besoin de prouver à l'extérieur, donc du coup, t'as moins besoin d'aller vite, t'as moins besoin de choses, t'as moins besoin de force, t'as moins besoin de tout ça. Et tu trouves ça en toi. Donc ça, c'est un truc. D'être dans le collectif plutôt que dans l'individualisme, d'être dans l'instant présent plutôt que dans la projection, d'être dans le slow. Le slow, c'est-à-dire prendre le temps, réaliser la qualité des choses, tu vois, plutôt que dans la surconsommation et dans l'optimisation de tout. Tu vois, il y a plein de gens qui ont des trucs Fitbit ou qui essayent de mesurer, qui mesurent leurs pas, tu vois, tout simplement.
C'est comme si la machine te disait c'est bien, tu l'as bien fait. Alors que tu sais très bien que c'est bien. Enfin, tu vois, t'es en bonne santé, c'est l'essentiel. On s'en fout de savoir si la machine elle te dit mais oui, t'as fait tant de pas, c'est bien. Et cette optimisation de l'individu, c'est ça qu'il faut lâcher, quoi, tu vois, enfin, entre autres. Donc en fait, tous ces éléments-là, c'est ça que j'ai voulu transmettre, de dire, si tu changes ton rapport au monde, en fait, cette société, entre guillemets, écologique, cette écologie punitive, elle sera même pas punitive parce que tu auras déjà bougé. Et si on recentre justement sur le rapport au travail dont tu parlais à l'instant, ce serait quoi le message que tu aimerais faire passer ? À qui ? À nos auditeurs. Qui sont ces gens ? Qui êtes-vous ? Mais répondez-nous. Hashtag les gens. C'est ça. Qu'est-ce que j'aimerais faire passer sur le travail ? En fait, c'est une question un peu large parce que ça dépend vraiment à qui tu t'adresses. Okay. Si tu t'adresses à un patron de boîte ou si tu t'adresses à un salarié. Dans ce cas-là, disons pour le salarié et pour le patron. La patronne ou la patronne, exactement. Pour un salarié, je pense que de trouver un peu de plaisir dans ce qu'il fait, et si c'est pas le cas, de se dire que c'est possible de bouger, en fait, de changer. Et ça, c'est faisable. Alors ça peut être, si on sait pas comment faire en passant par chance, ça peut être en discutant avec des amis, ça peut être de plein de manières possibles. Et ne pas se limiter aux gens autour de vous qui vont dire non, c'est pas possible. Parce que souvent, les personnes autour de vous, en fait, étrangement, elles n'ont pas forcément envie non plus que vous réussissiez. Pas de manière consciente, mais il y a quand même cet effet un petit peu vicieux qui est que si vous arrivez à bouger, ça les renvoie eux-mêmes au fait qu'eux ne bougent pas. Donc, faut toujours faire attention parfois aux gens qui sont autour de vous. Le mot bienveillance, c'est vraiment mauvaise, mais il y a vraiment ce truc de la bienveillance des gens autour de vous. Il faut vraiment faire gaffe parce que même de manière inconsciente, parfois les gens n'ont pas vraiment envie que vous réussissiez, que vous bougez de trop, parce que ça les renvoie à leur propre immobilisme. Mais en tout cas, on peut y arriver, on peut bouger. Si vous trouvez aucun plaisir dans le métier que vous faites, et après, il y a pas forcément, il y a plein de gens qui se disent, j'ai pas envie de trouver du plaisir dans ce que je fais. L'important c'est que je gagne mon argent. C'est alimentaire. À la fin du mois, et je trouve mon plaisir par ailleurs, et c'est fine en fait. C'est okay. Totalement ok en fait. T'as pas besoin de trouver du bonheur dans ton travail. Enfin, tu vois, ça va. Tu vois, le bonheur, c'est pas non plus une finalité. Enfin, je suis pas sûr que c'est une finalité en soi. Donc ça, voilà. Et du côté des patrons, je pense que de se rendre compte de tous les privilèges auxquels ils ont pu accéder, de partager beaucoup plus, parce qu'on n'a jamais aussi peu partagé. Et statistiquement, voilà, c'est quand même évident que. Enfin, il suffit de regarder la différence entre le plus petit salaire d'une entreprise et le plus gros salaire d'une entreprise, et les rapports ont beaucoup bougé. Donc juste de repartager un peu, ça fait pas de mal, et ça rend, et ça c'est comme les carottes, ça rend aimable. non, mais je pense au patron de Chobani, qui est une marque de yaourt, qui a redistribué des actions à ses salariés. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que c'était pas demandé par personne. C'était demandé par personne lui a demandé. Il l'a fait comme ça, c'était gratuit. Et c'est dans le gratuit, c'est là-dedans qu'on trouve la beauté, en fait. C'est dans les gestes gratuits du quotidien qu'on trouve la beauté. Je trouve que ça, c'est vachement important de s'en souvenir. Et puis, de lâcher plein de concepts autour je parlais de soins tout à l'heure, et de leadership, du patriarcat, du paternalisme, c'est-à-dire, tiens, je vais mettre des cours de pleine conscience, ou je vais mettre des cours de yoga. C'est de redonner aux gens la possibilité d'être eux-mêmes. Donc, en fait, de les réempouvoirer. C'est ça, en fait, qui est le care. C'est c'est Cynthia Fleury, la philosophe, qui raconte ça, et qui le raconte bien mieux que moi, en tout cas. Mais de réempouvoirer les gens, de sacrifier, sans doute, le système pyramidal, et de s'intéresser peut-être à d'autres systèmes d'organisation, d'arrêter avec l'optimisation de tout, d'être dans le slow. C'est vachement important. Enfin, il y a plein de trucs comme ça dans le leadership qui sont en train de bouger et qui me semblent moins essentiels. Et je crois que dans un monde... Et de se reposer aussi des questions simples. Tu sais, c'est vachement important parce qu'on est dans un monde de polycrise, donc en fait de multicrise. Et je pense on rentre dans une situation, dans une période qui va être longue, enfin en tout cas de plusieurs années. Moi, j'envisage même plusieurs décennies de crise. En fait, dans une société où la normalité change, parce que c'est ce qui est en train de se passer, t'es obligé de te reposer des questions de base, et ça va être important aussi, je crois.
Enfin, il y a plein de choses à dire à plein de gens. Mais... Et quand tu disais, juste avant ton message pour les salariés, de bien s'entourer, parce que parfois, même inconsciemment, les personnes sont pas... Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire, c'est pas tant bien s'entourer. Je suis pas du tout en train de remettre en cause leur entourage. C'est juste de se dire, attention à ce que vous disent les gens autour de vous. Il faut réussir à faire la part des choses entre dans ce que vous disent les gens autour de vous. Tout simplement, c'est pas tant de remettre en cause les gens autour de vous, etc. C'est pas tant. Vous avez vos amis, votre famille, c'est super. C'est juste de bien faire la part des choses quand ils vous disent attention, ça va pas marcher, tu sais, c'est risqué quand même. Et c'est important d'avoir conscience que c'est risqué. Évidemment que c'est risqué. Mais c'est pas grave. Par contre. C'est ça le truc. Et donc, c'est surtout ça. C'est pas tant de se méfier, mais juste de faire la part des choses. Oui, tu avais interrogé aussi, alors, je suis désolée, je me rappelle plus le nom, un professeur d'économie qui t'avait parlé de ça, de demander l'avis à son entourage sur les critères. Et une fois qu'on a leur avis, voilà, ce qui est important, c'est le financier, c'est l'environnement, etc. Toi, tu prends ces critères et c'est toi qui mets ta propre analyse et ton propre jugement dessus. Tu vois de qui Olivier Sibony, c'est ça, oui. qui est prof de management à HEC. C'est ça, c'est lui, oui. Ouais, je vois très bien. Et oui, bah, c'est complètement ça, totalement. Okay. Carole, qui te connaît depuis 15 ans, avec qui j'ai le plaisir de travailler chez Chance, m'a dit que tu avais déménagé à Lisbonne. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer cette décision de changement de cadre et puis quelles ont été tes appréhensions, s'il y en a eu? Alors, pourquoi j'ai décidé de bouger? En fait, j'avais décidé de quitter Paris parce que je me sentais agressé par la ville, même si je suis parisien, enfin en tout cas de banlieue. En fait, moi, j'essaye de permettre aux gens d'être dans une forme de sérénité, d'être plus serein. Et moi, je crois que pour être serein, il faut comprendre le monde dans lequel tu vis. Donc ça, c'est la manière dont j'envisage. Mais pour être serein, il faut aussi être dans un environnement qui te permet d'être serein. Et Paris, moi, je l'étais plus. Donc en fait, j'avais décidé de partir pas trop loin de Paris, mais à la campagne, vers chez ma meilleure pote. Et puis finalement, j'ai eu le Covid et j'ai toujours rêvé quelque part de vivre au soleil et à la mer, proche de l'océan. Moi, je sais pas, il y a plein de gens qui doivent avoir ce même rêve. Je suis pas tout seul dans cette dimension-là. Et en fait, je suis allé voir un pote à Lisbonne et il se trouve que je me suis fait confiner là-bas parce que c'était pendant le 2e confinement. Et je me suis senti tellement bien que j'ai décidé de bouger. Et je me suis dit, ben voilà, donc je bouge. Et après, de l'appréhension, en fait, j'en ai pas eu beaucoup, pour être sincère. J'ai pris la décision très vite parce que en fait, je me suis prouvé. Encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est pas si simple, tu vois. Il y a plein de gens qui, même de changer de ville, ça va être compliqué. Mais pour moi, qui ai déménagé plusieurs fois, je sais que si je déménage, je vais retrouver des amis. Je vais recréer, et je perds pas les amis que j'avais à la base, ou en tout cas, ceux que je vais perdre, c'est pas très grave. Ça va recentrer. Et si vraiment ça se passe mal, je vais revenir. Enfin, tu vois, il n'y a pas d'enjeu, en fait, majeur. Ça va me coûter de l'argent, tu vois, parce qu'un déménagement, ça coûte de l'argent. Mais bon, tu vois, je pourrais me refaire. Enfin, c'est en fonction de la manière dont tu déménages et en fonction de ta puissance financière, on va dire, tu peux le faire plus ou moins. Tu vois, tu peux partir avec une valise et puis trouver un appart meublé qui va pas te coûter très cher, surtout que Lisbonne, c'est quand même beaucoup moins cher que Paris. Si on compare, en tout cas, tout le monde ne vit pas à Paris en France, mais en tout cas, moi, c'était là où j'étais. Donc, tu peux quand même, tu vois, ou même partir de Lyon ou d'une grande ville. C'est sûr que si tu pars d'un petit village ou une petite ville de province, peut-être que ça va te coûter plus cher d'être à Lisbonne, pour le coup, c'est sûr. Donc, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, je sais que c'est possible et je sais que si ça marche pas, et je sais pas combien de temps je vais rester. Ça se trouve, dans un an, je suis revenu. Moi, je sais pas, en fait. Rien n'est définitif, toujours la même philosophie. À part la mort, oui, non. je sais pas très bien. Mais ouais, le mouvement, c'est ça. Et c'est vrai que c'est, pour moi, une bonne décision parce que c'est une ville... alors, on peut pas toujours faire appel à ces contradictions, mais en tout cas, il y a une vraie grosse contradiction parce que ça m'oblige à prendre l'avion, parce que je reviens quand même régulièrement à Paris. Mais néanmoins, je rencontre de nouvelles personnes, ça me donne une énergie différente. C'est une ville hyper safe, donc il n'y a pas de, pardon pour l'anglicisme, mais il n'y a pas d'insécurité du tout. C'est hyper agréable. C'est une ville lente, c'est une ville petite, mais pas minuscule.
Donc c'est une ville au bord de la mer, ça c'est cool. Où il fait soleil, ça c'est cool aussi. Un peu moins cher, ça c'est cool aussi. Pour ceux qui se posent la question, j'ai pas fait l'exit fiscal, donc je paye mes impôts en France. Parce que ça pourrait être aussi une motivation. D'ailleurs, la majorité des gens à qui je dis que je veux partir à Lisbonne, ils pensent que c'est pour des raisons fiscales. C'est pas le cas. Si Marine Le Pen était passée, peut-être que je serais effectivement parti. Parce que c'est vrai que ça serait hyper intéressant pour moi de partir. Enfin, fiscalement, j'avoue, c'est hyper intéressant. Mais au moins pendant 10 ans. Mais j'ai pas fait ce choix. C'est pas du tout ma motivation. Mais donc voilà l'explication. Merci. En tout cas, le lieu de vie, le cadre, fait partie intégrante d'un projet. Moi, je crois que le cadre, c'est important. Ouais. Et après, sans jugement, c'est-à-dire que tu peux te sentir bien dans un cadre que tu connais bien, et voilà, c'est une sorte de nid, et tu te sens à l'aise là. Et pourquoi pas. Oui, chacun sa manière de voir les choses. Mais pour moi, j'avais besoin de sérénité. Moi, la sérénité, bien sûr que j'aime bien avoir un ancrage dans un lieu. Pour moi, ça, c'est important. Il y a des gens qui sont des digital nomades et qui vivent avec leur ordinateur. Moi, je serais absolument incapable de faire ça, de vivre avec un ordi et de me déplacer d'un pays à l'autre comme ça. Pour le coup, je suis absolument pas capable. Parce que moi, j'ai besoin de m'ancrer dans un lieu, par exemple, et j'ai besoin d'avoir mes meubles. Pareil, même loin un appartement meublé, pour moi, c'est un peu dur. Donc voilà. Mais en fonction des personnes, moi, en tout cas, c'est sûr que l'océan, le soleil, la lenteur. Aussi à ce moment de ma vie, hein, parce que j'habite à New York où pour le coup c'est l'inverse de la lenteur, quoi. Donc j'ai voulu expérimenter ça aussi, mais parce que je l'ai expérimenté, tu vois, on parlait tout à l'heure des erreurs. Je suis pas sûr que New York, je peux pas dire que c'est une erreur, mais en tout cas je l'ai expérimenté, j'ai vu. Been there, done that, comme on dit. Tu vois, tu connais cette Non, je connais pas. Tu veux voir sur mon visage. Qu'est-ce qu'il me raconte? Been there, done that, c'est tu sais, quand on te dit on te parle d'un truc et je fais been there, done that, je vais pas recommencer ma connerie, quoi. D'accord. Ou même, tu vois, par exemple, je sais pas, moi, j'ai beaucoup fait la fête quand j'étais plus jeune. Bon, bah, moi maintenant, je peux te dire ça, been there, done that, tu vois, c'est bon, c'est fait. C'est derrière moi, quoi. Donc, je vais pas recommencer, c'est passé. C'est fini la fiesta? Non, c'est pas fini la fiesta, mais en tout cas, c'est fini la fiesta régulière, quoi. J'ai plus besoin, j'ai plus envie, voilà, c'est derrière moi. Donc voilà, c'est une expression qui dit ça. Merci pour ma culture. Et j'aimerais terminer ce podcast en te posant la question suivante. Imagine le Grégory Pouy, 70 ou 80 ans, 90 ans. Il regarde en arrière. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se dise? Eh ben, c'est une question que je me pose assez régulièrement, en fait. Parce que je crois que c'est la question la plus importante de se dire, bah, sur mon lit de mort, de quoi je serais heureux, de quoi je serais pas heureux, de ce que j'ai fait, etc. C'est ce qui m'a fait quitter le marketing. Ce qui n'est pas une décision facile, parce que ça veut dire que du coup, tu vois, quand je parlais par exemple de ma contradiction avec le fait de prendre l'avion, mais enfin, tu vois, j'ai pris une décision qui était plus forte encore, qui est de changer de métier, de plus faire de marketing. Donc, alors que c'était quand même ce que j'ai fait pendant 20 ans. Donc, moi, c'est le seul truc que je sais faire, a priori. Et donc c'est pas une décision facile, hein, parce que c'est la manière dont je gagne. Ça peut paraître simple comme ça de l'extérieur, mais c'est-à-dire que du coup j'ai plus de revenus, quoi. Donc d'un coup c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ce que je l'ai écrit dans mon livre, j'ai pas envie de me retourner sur mon lit de mort en disant que j'ai aider plus de marques à avoir plus de followers sur Instagram. Tu vois, c'est pas jouable. Donc du coup je pense que ce qui est important pour moi, enfin on en parlait tout à l'heure, hein, c'est de transmettre. D'avoir transmis des valeurs qui me semblent importantes ou des informations qui me semblent importantes à un maximum de personnes, d'avoir pu toucher des gens et de les faire bouger. Ce qui est beau, c'est, je trouve, plus que ce que moi je peux faire, c'est ce que les gens font en écoutant des trucs que je fais. Et ça, c'est fou, en fait. Tu vois, il y a des gens qui font des trucs bien plus grandiloquents que moi parce qu'à un moment donné, je leur ai insufflé un truc X ou Y, enfin tu vois, c'est pas que moi évidemment, moi j'ai participé là-dedans, ou parfois j'ai été un déclic, et parfois les déclics ça arrive, il y a des gens qui t'ont répété 15 fois la même chose, et puis il y a une personne qui va te le dire de manière un peu différente, ou à un moment où tu vas être prêt ou prête, et tu vas le faire. Et ça c'est génial, tu vois. Et pour moi, parce que moi je réfléchissais, moi j'ai pas d'enfant, et en fait je voulais vraiment beaucoup en avoir, j'ai toujours envie d'en avoir, et je me disais mais pourquoi tu veux des enfants? Il y a plein de mauvaises raisons d'avoir des enfants.
Tu vois, le fait de ne pas vouloir mourir tout seul, le fait de le faire par mimétisme social, le fait de... Enfin, parce qu'il faut avoir des enfants. Le fait de... J'en sais rien. Il y a une sorte d'ego aussi, de se dire... il y a mon mini-moi, etc., etc. Et puis, moi, il y a vraiment ce côté transmission. Et je me suis dit, en fait, la transmission, tu peux le faire par ailleurs. Tu vois, c'est super beau d'avoir des enfants, hein, évidemment, mais tu peux aussi transmettre. Et à la fin, bon... si j'ai pas d'enfant, j'aurais transmis de cette manière-là, et je trouve que c'est ça le plus important, tu vois, et de pas se concentrer sur les trucs négatifs, tu vois, on en revient là, mais d'aller vers le positif toujours. Je crois que c'est une bonne manière, enfin pour moi en tout cas, une bonne manière d'envisager. Enfin, je me dirais que j'aurais réussi ma vie si ouais, j'ai réussi à transmettre des choses plutôt positives au fur et à mesure. Merci. Non, merci à toi. Merci beaucoup Grégory d'avoir accepté cette interview. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et pareil. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.